Imaginez un combat sans merci entre deux femmes que tout oppose. Au bout de cette lutte, la gloire, la célébrité et la richesse pour celle qui l'emportera. Nous ne sommes pas dans un épisode de Dallas, mais sur la glace d'une patinoire de l'État du Michigan en 1994. Alors que les Jeux Olympiques de Norvège se profilent à l'horizon, les enjeux sont tout simplement énormes pour les jeunes patineuses américaines. Et vous allez voir que certaines sont vraiment prêtes à tout pour décrocher la prestigieuse médaille d'or. Retour donc en 1994, le 6 janvier précisément. Si ce jour-là ressemble à tous les autres pour la plupart des habitants de Détroit, c'est loin d'être le cas pour Tonya Harding, une jeune prodige du patin à glace connue par tous les passionnés du genre. L'athlète, et notamment la toute première patineuse américaine de l'histoire, a réalisé l'incroyable figure du triple axel en compétition. Cela veut dire que pendant un saut, elle effectue 3 tours et demi dans les airs avant de se réceptionner dans un équilibre parfait sur la glace. The question is whether she will become the first American to attempt and complete a triple axel jump. We will know that here whether she tries it or not. Good girl! Oh, isn't that great? The first time an American, only Midori Ito has completed a triple axel in competition. Ce n'est rien de moins qu'un véritable exploit. Et ça lui vaut la reconnaissance de tous les professionnels, mais aussi du public qui découvre alors une jeune femme douée d'un talent prodigieux, mais aussi déterminée, battante et acharnée. En effet, il faut dire que jusqu'ici, la vie n'a pas fait de cadeau à Tonya. Elle se découvre une véritable passion pour le patinage à l'âge de 3 ans seulement. Mais ses parents peinent déjà à faire face aux dépenses du quotidien et à sortir de leur misère ambiante. Même si, entre parenthèses, ce manque de moyens financiers n'empêche pas la mère de Tonya de s'envoyer des litres d'alcool à longueur de journée. Cette mère, soi-disant exemplaire, n'hésite pas à battre sa fille dès qu'elle n'arrive pas la meilleure sur la glace. Elle finit par divorcer une énième fois à cette même période. Oui, énième parce qu'on est déjà au 6e ou 7e divorce. Sans compter tous les enfants de pères différents qui traînent aux 4 coins du pays. Mais Tonya, elle a la rage au ventre et l'envie de s'en sortir. Elle sait qu'elle a du talent dans ce domaine et de toute façon, pour elle, le patin à glace, c'est toute sa vie. People who know you say you actually skate better under adversity. When your life is going smoothly, you don't skate as well. I do skate better under pressure. I like being the underdog. I like it when nobody expects me to do anything. Alors, dès l'adolescence, elle travaille elle-même pour se payer ses leçons de patinoire et s'entraîne sans relâche. C'est à l'âge de 15 ans qu'elle rencontre celui qui sera son futur mari, Jeff Gillooly. De 4 ans son aîné, le jeune homme ne sait pas vraiment encore ce qu'il veut faire de sa vie, contrairement à Tonya. Le mariage est célébré en 1990. La mariée a alors 19 ans et elle a bien l'intention de prouver à sa mère qu'elle peut devenir quelqu'un et réussir sa vie. D'ailleurs, ses entraînements intensifs à la patinoire et sa volonté indéfectible commencent enfin à payer pour Tonya. Elle développe une maîtrise de son art que beaucoup qualifient d'extraordinaire. Pour preuve, elle se classe parmi les meilleurs lors des championnats américains de 1986, 1987 et 1989. En 1991, c'est enfin la consécration. Tonya Harding réussit l'exploit de réaliser un triple axel parfait et laisse une trace indélébile dans l'histoire du patinage artistique. La voilà devenue une véritable star. Paillettes, sponsors, billets et champagne. On accorde tout à la petite étoile montante de l'Amérique qui s'imagine déjà championne du monde. Changing who she is. I'm my own person. You guys, will you go away, please? I may not. Alors, c'est bien beau, mais quand on cherche à rester au niveau sur le plan sportif, et surtout en tant que professionnel, il faut travailler dur sans relâche. Ça, vous allez me dire que Tonya le sait mieux que n'importe qui. Pourtant, force est de constater que la jeune demoiselle est rentrée chez elle en oubliant de ramener dans sa valise sa conscience professionnelle. Car elle va faire l'erreur de passer les prochains mois à faire la fête en laissant ses patins en vestiaire. Et en passant, elle en profite aussi pour mettre son entraîneur à la porte. Bah oui, maintenant qu'elle est la meilleure, elle n'a plus besoin de se payer ses services. Tonya commet faux pas sur faux pas. Elle prend les pires décisions pour sa carrière au point où on commence à se demander si elle fait pas exprès de se saboter. Forcément, à force de négliger ses entraînements et sa condition physique, elle commence aussi à prendre du poids et à perdre ses capacités. Elle termine tout de même à l'honorable 3e place lors des nationaux américains de 1992. Mais son déclin est déjà perceptible pour ceux qui ont l'œil averti. Le triple axel, la figure qui l'avait rendu célèbre, semble moins maîtrisée.
D'ailleurs, elle ne parviendra plus jamais à le reproduire en compétition. Cette même année, alors que tout le monde espérait la voir réitérer un exploit, elle ne parvient pas à se hisser sur le podium des Jeux Olympiques d'Albertville et atterrit douloureusement à la 6e place des championnats du monde. C'est une lente descente aux enfers qui commence pour la jeune athlète qui voit peu à peu tous ses sponsors se tourner vers d'autres sportifs de talent. Et oui, on n'a rien sans rien. Tant mieux d'ailleurs. Sometimes it's sad because of the bad press and everything, but you know, you always have to go with the flow, and if people want to say things about me, then you know, they have their own opinions and they can say what they would like. Fatalement, l'argent commence à manquer. C'est pas si facile de changer de train de vie, surtout quand on a toujours voulu fuir la misère comme elle. Mal conseillée par son indolente mari, dépassée par les événements et à la traîne sur le plan sportif, elle traverse alors une des pires périodes de sa vie personnelle et professionnelle. En fait, Tonya et Jeff, son mari, se font même expulser de leur appartement faute de pouvoir payer le loyer. La désillusion est terrible et la réalité est dure à avaler pour celle qui souriait sous le crépitement des photographes à peine 2 ans plus tôt. Mais il lui reste un dernier espoir. Une solution qui pourrait régler tous ses problèmes en un claquement de doigts. Décrocher une médaille d'or aux Jeux Olympiques qui se dérouleront quelques mois plus tard en Norvège. Si elle y parvient, Tonya sait qu'elle pourra redorer son image auprès des médias et des sponsors. Elle sera de nouveau une petite célébrité dans son pays, elle retrouvera tout ce qu'elle vient de perdre ces 2 dernières années et donc sa vie rêvée. Et plus important encore, en cas de victoire olympique, elle empochera plusieurs millions de dollars. Des millions de dollars certainement promis par la fédération et les sponsors. À partir de cet instant, dans l'esprit de Tonya, c'est simple. Elle doit gagner la compétition coûte que coûte. Elle s'est déjà tellement battue pour s'en sortir qu'elle est prête à surmonter tous les obstacles qui se dresseront à nouveau sur son chemin. Elle peut le faire, elle doit le faire. Peu importe ce que ça lui coûtera et peu importe les dommages collatéraux. Manque de chance pour la jeune athlète, la première menace ne va pas tarder à faire son apparition. La scène se passe au Cobo Arena, la patinoire sur laquelle elle a repris les entraînements. La menace s'appelle Nancy Kerrigan et c'est tout simplement son exact opposé. Entre les deux patineuses de talent, c'est un petit peu le jour et la nuit, le feu et la glace, le vilain petit canard et la princesse. Oui, Tonya a été jugée pendant longtemps pour son physique qui était pour certains un peu trop disgracieux. Ses formes un peu trop rondes, pas assez féminines, sa façon de vivre, de fumer et de jurer comme un garçon manqué. Mais Nancy, elle est élancée, gracieuse, délicate et elle a un visage de poupée qui correspond beaucoup plus aux stéréotypes du patinage que les médias adorent. En plus de cela, son talent sur la glace la promet déjà un très grand avenir. Le seul point commun à la limite, c'est que toutes les deux viennent de familles plutôt modestes, mais ça s'arrête là. Tonya, qui sait que son avenir tient à une seule victoire lors des prochains JO, voit d'un très mauvais œil l'arrivée de cette rivale qui semble être Miss Parfaite et adorée du public. Elle commence même à se dire qu'à cause d'elle, les dés sont jetés. En même temps, elle a conscience d'avoir complètement détruit sa réputation aux yeux du public. Au contraire, Nancy est tellement admirée et encensée par les critiques, c'est déjà presque comme si elle s'était qualifiée d'office pour les Jeux Olympiques. Alors, petit à petit, Tonya sent la jalousie la gagner. Elle se persuade que le jugement des juges sera forcément influencé par l'image de la petite patineuse adorée de l'Amérique. Et donc, qu'on lui vole la victoire. Sa victoire. Le 6 janvier 1994, les meilleures patineuses du pays s'entraînent sur la glace du Cobo Arena. Le lendemain se joueront les sélections pour participer aux Jeux Olympiques de Norvège. Parmi ces athlètes, bien sûr, se trouve Nancy Kerrigan, la grande favorite, mais aussi Tonya Harding, sa principale concurrente. En ce début d'après-midi, Nancy s'entraîne sans relâche et avec beaucoup d'efforts, sous le regard satisfait de son entraîneur. Il faut dire qu'elle est en grande forme et dévoile tout son potentiel en exécutant ses enchaînements à la perfection. Elle est précise et déterminée. Les sélections du lendemain ne devraient être qu'une formalité pour elle. Il y a de très grandes chances qu'elle s'envole pour la Norvège dans quelques semaines et peut-être même qu'elle y décroche une précieuse médaille. Un peu avant 15 h, après une séance d'entraînement particulièrement bonne, Nancy déchausse ses patins et se dirige vers les vestiaires pour se changer. En chemin, elle rencontre une connaissance et s'arrête quelques instants pour discuter. C'est à ce moment précis qu'un homme s'approche, dégaine une matraque télescopique et frappe la jeune femme avec une violence inouïe. Nancy Kerrigan s'effondre en hurlant à la seconde où le coup lui est porté. Car l'agresseur n'a pas visé au hasard, c'est son genou droit qu'il a essayé de fracasser. L'homme qui vient de frapper la patineuse en profite pour prendre la fuite en brisant la vitre d'une porte de sortie.
il saute dans une voiture qui l'attendait, moteur tournant, et s'évanouit dans la circulation de la ville pendant qu'on se précipite sur Nancy qui crie en se tenant la jambe. Mais ce n'est pas tant la douleur qui l'a fait pleurer, c'est surtout de savoir que tous ses espoirs de compétition et tous ses rêves de petite fille viennent d'être balayés en un instant. Pas de genoux, pas de patinage. Brusquement, alors qu'il se trouvait en plein chaos il y a encore une seconde à peine, les couloirs de la patinoire se vident. Mais les cris de la jeune fille, véritable espoir du patinage artistique, se répercutent encore en écho sur les murs. Hi. How are you? You could cut the tension with a knife. Nancy, I want to apologize again for being in the wrong place at the wrong time. I say that from the bottom of my heart. I really do. Pourquoi? Qui a fait ça? La réponse ne va pas se faire attendre très longtemps. En effet, alors que la police s'est lancée aux trousses de l'agresseur, beaucoup de regards se tournent vers Tonya Harding, dont Nancy était la plus sérieuse concurrente. Personne n'ignore les difficultés financières et professionnelles que traverse la patineuse en ce moment. Avec Nancy sur le carreau, la route est toute tracée pour Tonya aux Jeux Olympiques. On ne peut donc que faire le lien entre cet acte de la pire lâcheté et l'ancienne championne. Mais on n'arrête pas quelqu'un sur la base de quelques soupçons. Et encore heureux d'ailleurs. Place donc à l'enquête. Malheureusement, à ce stade, on ne sait pas grand-chose du coupable, si ce n'est qu'il s'agit d'un homme blanc, plutôt grand et qu'il portait une veste en cuir. Autant dire que ça revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais les journalistes, eux, se sont déjà forgés leurs propres convictions. La responsable n'est autre que Tonya. Sans surprise, la principale intéressée nie en bloc ces accusations. Elle affirme qu'elle était en train de dormir dans sa chambre quand le drame est arrivé et qu'elle n'a pas la moindre idée de l'identité du coupable. D'ailleurs, elle est profondément désolée pour sa rivale qui malheureusement ne pourra pas participer aux qualifications. Mais quelle coïncidence! Ça redonne à Tonya toutes les chances d'obtenir une médaille aux Jeux de Norvège. D'ailleurs, à présent que la voie est libre, Tonya remporte sans difficulté les championnats des États-Unis, ce qui la sélectionne d'office pour les Jeux Olympiques qui auront lieu un mois plus tard. Sans l'ombre d'une menace, les millions promis aux champions olympiques sont presque déjà dans sa poche. Sauf que personne n'arrive à croire que la jeune femme ne soit impliquée ni de près ni de loin dans ce terrible drame. Les policiers de Détroit non plus d'ailleurs, bien qu'il n'ait pour ainsi dire rien d'exploitable pour débuter leur enquête. Mis à part le signalement plutôt vague du coupable, ils n'ont ni empreinte, ni preuve matérielle, ni même les plaques d'immatriculation de la voiture grâce à laquelle il a pris la fuite. Et s'il n'est pas bête, il a sûrement déjà mis les voiles dans un autre état. Bref, il faudrait un premier miracle pour retrouver l'homme mystère et un second pour qu'il livre celle que tout le monde pense être la commanditaire, Tonya Harding. Eh bien, ces deux miracles vont se produire moins d'une semaine après l'agression. En effet, peu après l'attaque, le FBI en personne reçoit l'appel d'une personne qui prétend pouvoir leur livrer d'importantes informations. Selon ce témoin capital, l'un de ses amis d'enfance, un certain Shawn Eckhardt, ne cesse de se vanter d'être impliqué dans l'agression de Nancy. J'ai du mal à comprendre en quoi il est fier. Ni une ni deux, les forces de l'ordre foncent arrêter ce gros malin pour l'interroger au sujet de l'affaire. Mais d'ailleurs, c'est qui ce Shawn Eckhardt? Un fan complètement tordu? Un simple malade mental qui se baladait dans la patinoire avec une matraque télescopique? Un ex-petit ami aigri? Non, c'est juste le garde du corps de Tonya Harding. Ça alors, quel hasard! Dans les bureaux du FBI, l'homme qui est certainement un très bon garde du corps, mais pas franchement un très bon génie du crime, passe aux aveux en moins de temps qu'il faut pour le dire. Shawn admet qu'il a effectivement fait partie d'un complot visant Nancy Kerrigan. Parmi ses complices, un certain Shane Stant, ancien militaire, recruté comme homme de main pour agresser Nancy. Derek Smith, l'oncle de Shane, chargé de jouer les chauffeurs, mais aussi et surtout Jeff Gillooly, mari et manager de Tonya Harding. Soyons honnêtes, ça commence franchement à sentir le roussi pour Tonya. D'autant que Shawn, le garde du corps, précise que c'est bien Jeff, le mari de la championne, l'instigateur du complot. Il aurait même déclaré à sa femme qu'elle n'avait aucune chance de l'emporter face à Nancy et qu'ils devaient donc, ensemble, se débarrasser d'elle. Bah oui, à quoi bon s'entraîner plus dur pour essayer de battre ses compétiteurs quand on peut tout simplement leur détruire la rotule à grands coups de matraque télescopique? Ah, ça va plus vite, hein, c'est plus simple. Pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Enough apologizing. She's got her life, I've got my life. We both have wonderful lives. And that should be all that matters. Dites-vous qu'au départ, il était même question de tuer Nancy Kerrigan. Arrêté dans la foulée avec ses autres complices, Shane Stant, l'homme de main, est entendu à son tour par les forces de l'ordre. Il confirme tout ce qui a été dit par le garde du corps et raconte qu'il s'est effectivement rendu à la patinoire en ce jour fatidique du 6 janvier, muni d'une matraque télescope. Son but était simple,
trouver Nancy Kerrigan et lui briser le genou pour l'éliminer de la compétition. En soi, on peut dire que le quatuor est arrivé à ses fins. L'athlète ne peut pas participer au championnat, ce qui l'écarte d'office des Jeux Olympiques. Mais l'agresseur n'a même pas réussi à viser la rotule et au lieu de mettre un terme définitif à la carrière sportive de la jeune femme, il n'a fait que la tenir éloignée de la glace quelque temps en lui laissant de grosses contusions à la cuisse. Encore plus malin, Shane n'avait pas pensé à vérifier que la sortie serait dégagée pour prendre la fuite, car les portes par lesquelles il prévoyait de sortir étaient malheureusement fermées, ce qui explique pourquoi il a dû briser une vitre. Bref, on n'a visiblement pas affaire à des experts, et tant mieux pour Nancy qui échappe de justesse à une brusque fin de carrière, voire même à la mort. Mais Tonya, dans tout ça, elle est effectivement suspectée d'avoir été mise au courant depuis le début du complot. Ses soupçons sont renforcés par des appels téléphoniques passés par Tonya à l'hôtel où logeait Nancy, ce qui laisse croire que le groupe avait peut-être prévu une première attaque dans sa chambre. Puis, elle a contacté plusieurs fois Sean à son domicile, chose qu'elle ne faisait jamais d'ordinaire. Pour quelle raison, si ce n'était pour lui transmettre des informations sur le plan à suivre? Malgré ses doutes, la championne continue de répéter haut et fort qu'elle n'était au courant de rien. Et ça, malgré le fait qu'elle vivait avec Jeff sous le même toit et que tout ce petit monde se réunissait chez eux pour préparer l'attaque du 6 janvier. Bon, après Tonya était peut-être en train de se faire un petit shaker protéiné HM Nutrition pendant qu'ils discutaient de tout ça. Du coup, elle n'est pas au courant. Peut-être. Excuse me? You did know what they were planning to do, didn't you? No, I did not know anything prior. I did find out after the fact. Pourtant, elle continue sur cette ligne de défense avec cependant une petite nuance. Sur les conseils de son avocat en conférence de presse, la championne admet avoir eu connaissance du complot visant sa rivale. Mais après que l'agression a eu lieu, si elle est coupable de quelque chose, c'est seulement de ne pas avoir dénoncé son mari après coup. Cette excuse reste toutefois un petit peu dure à avaler pour l'USFSA, l'organisme chargé de superviser les qualifications pour les Jeux Olympiques. Suite au scandale qui vient d'éclater, ils envisagent même très sérieusement de disqualifier Tonya. Adieu les rêves de gloire et de fortune. Mais évidemment, la jeune femme ne compte pas se laisser faire. Après tout, elle n'est tout de même pas allée aussi loin pour finir par être exclue de la compétition. Elle menace donc l'USFSA de les traîner en justice en réclamant 10 millions d'euros de compensation dans le cas où, selon elle, elle serait injustement privée de participation aux Jeux Olympiques. Et le pire, c'est que ça marche. Les membres de l'USFSA ne sont pas bêtes. Ils savent que la justice n'a que de forts soupçons contre Tonya. Il y a bien à la limite les témoignages des membres du complot qui affirment s'être rendus chez elle, mais personne ne pointe directement l'athlète du doigt en l'accusant formellement d'y avoir pris part. Et sans preuve matérielle, le procès est loin d'être gagné par l'USFSA. Tonya Harding est donc finalement autorisée à se rendre en Norvège et à participer à la course à la médaille d'or, comme elle a toujours voulu. On dit souvent que le crime ne paye pas, ben là franchement, on a le droit de se poser la question. Mais il existe un terme qui peut très bien s'appliquer à la suite de l'histoire, et il s'appelle le karma. Souvenez-vous, Shane, l'ancien militaire, qui avait pour mission de briser le genou de Nancy Kerrigan, s'était complètement loupé en visant le muscle interne du quadriceps, le vaste médial. C'était un muscle qui était particulièrement développé chez la sportive. C'est d'ailleurs ce qui l'a sauvée. Car bien qu'elle ait souffert de fortes douleurs et d'un problème temporaire d'extension du genou, Nancy a pu rechausser ses patins en à peine quelques semaines de rééducation. Pile à temps pour les Jeux Olympiques. Oui, mais elle n'avait pas participé au championnat et donc ne faisait pas partie de la liste officielle de sélection. Eh bien, l'USFSA décide de contourner le règlement et exceptionnellement accorde à Nancy le droit de participer aux Jeux Olympiques. Retour à la case départ pour Tonya qui voit sa grande rivale déposer les bagages dans le même hôtel qu'elle du village olympique. Les filles vont devoir cohabiter pendant toute la durée des Jeux, se croiser dans les couloirs, s'asseoir dans la même salle à manger, et ce, dans une tension à couper au couteau. Et si la réputation de Tonya Harding était loin d'être lumineuse avant les sélections du 6 janvier 1994, autant vous dire qu'elle est désastreuse à ce moment-là. Car l'histoire de l'attaque perpétrée sur Nancy Kerrigan ne s'est pas limitée aux frontières des États-Unis. Elle a littéralement fait le tour du globe. Et depuis plusieurs semaines, la presse mondiale s'en donne à cœur joie en commentant tous les faits et gestes des deux rivales. On s'en doute, dans cette affaire, le parti pris est celui de Nancy, la petite princesse du patinage. Tonya, elle, est considérée comme le mal en personne. Elle comprend qu'elle n'est pas la bienvenue ici, mais peu importe. Une fois qu'elle aura récupéré son chèque, elle rentrera chez elle et tout finira bien par se tasser. Malheureusement, rien n'est moins sûr, car l'affrontement Harding-Kerrigan devient l'histoire à suivre. Des milliers de personnes se passionnent pour ce fait divers qui a des allures de règlement de compte.
Et tout le monde veut voir le gentil de l'histoire gagner ce duel. Malheureusement pour les autres athlètes et les autres disciplines, cette année-là, il faut bien avouer que 90% des spectateurs sont présents que pour une seule chose, l'épreuve de patinage artistique. Qui va l'emporter? Maybe it suits you to play the victim, but I think the victim in all this wasn't you, it was Nancy Kerrigan, who had her Olympic dream shattered quite literally in her legs. Thank you so much. I appreciate being on your show, but I think I'm going to have to say have a good night. Lorsque les deux championnes se retrouvent en même temps à l'entraînement, il est environ 7 h du matin. Le thermomètre frise les moins 20 degrés. Mais ça n'arrête pas les curieux et les quelques 3000 journalistes du monde entier. Ils accourent pour alimenter leurs articles en bombardant la scène de centaines de clichés. Nancy et Tonya, ensemble sur la glace, s'ignorant religieusement. Les caméras télévision sont elles aussi branchées sur les filles pendant la durée de leur entraînement. Le 25 février, lors de l'épreuve libre, la patinoire est pleine à craquer et les spectateurs vont en avoir pour leur argent. Car Tonya, à cause d'un problème de lacet trop court, stoppe son épreuve et va voir les juges en pleurant et en les suppliant de lui accorder 30 minutes de temps supplémentaire. Elle veut se présenter une nouvelle fois, mais cette fois-ci avec le bon lacet, ce qui lui sera accordé. Seulement, cette seconde chance, plus que généreuse, n'aidera pas la patineuse à faire des étincelles. Elle tente bien de reproduire son triple axel, mais sans succès. Au final, sa prestation lui vaut seulement une 8e place. Et c'est même son pire cauchemar qui se réalise lorsque sa rivale, qui effectue une reprise époustouflante, gravit les marches de la seconde place du podium. Elle décroche une médaille d'argent sous l'ovation de la foule. Le monde s'écroule pour Tonya et ce n'est que le début. Dès son retour aux États-Unis, elle doit en effet rendre des comptes à la justice dans l'affaire du complot contre Nancy. Jeff, son mari, écope de 2 ans de prison. Mais Tonya, qui plaide coupable pour faux témoignages, se voit contrainte d'effectuer 500 heures de travaux généraux. En plus de cela, elle doit payer une amende d'un montant de 110 000 $ et est bannie à vie par la Fédération américaine de patinage. Tandis que Nancy Kerrigan, propulsée au rang de superstar, devient multimillionnaire et se marie avec l'amour de sa vie. Tonya Harding, quant à elle, tombe dans ce qui se fait de plus glauque lorsqu'une cassette de sa nuit de noces avec Jeff Gillooly est commercialisée. Selon elle, elle est victime d'une manipulation de la part de son mari qui voulait se faire de l'argent sur son dos. En parlant d'argent, elle est prête à tout pour ramasser quelques malheureux dollars pour la sortir de sa ruine financière. Elle tente donc de se lancer dans la boxe, puis dans le cinéma. Mais ça ne donne strictement rien et elle enchaîne échec sur échec. En revanche, elle continue au fil des années de faire parler d'elle, mais pas malheureusement de la bonne des manières. Conduite en état d'ivresse, violence conjugale, pseudo-tentative d'enlèvement. Rien de franchement glorieux comme toujours. Cette histoire incroyable a durablement entaché le patinage artistique aux États-Unis, mais lui a aussi permis de se placer sur le devant de la scène alors qu'à l'époque il était très peu suivi. D'ailleurs, le réalisateur Greg Gillespie a réalisé un biopic de la vie de Tonya Harding. Il s'appelle I, Tonya. Il est sorti en 2017 au cinéma avec Margot Robbie dans le rôle de la championne. Le film retrace les principaux événements de la vie de Tonya, dont bien sûr l'événement qui a marqué un tournant dramatique dans sa vie personnelle et sa carrière professionnelle. L'agression contre sa concurrente qui était censée lui accorder une place lors des Jeux Olympiques de 1994.